Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième journée de l'événement du Roll Event organisé par la Fédération française de jeux de rôle. Et on se retrouve aujourd'hui, donc il est samedi à 10h. On va parler des cartes, enfin les jeux de cartes sont-ils des jeux de rôle? Et vous voyez, je suis, non, là, comme ça, je suis donc accompagné de Terence qui est ici, oui, voilà, comme ça, ici avec moi. Alors, on a normalement aussi un deuxième invité qui devrait nous rejoindre, qui a actuellement un petit problème au niveau de sa connexion Internet. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Je le présenterai rapidement aussi si jamais il n'est pas encore là. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui commencent à nous regarder, qui nous disent bonjour, bonjour à tous. Alors juste Bonjour. information pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous voulez faire des dons pour le Roll Event pour les associations, donc il suffit d'aller sur la page du Roll Event. Je vais vous réafficher, hop, juste la bannière, voilà. Vous avez toutes les informations là qui sont là en bas avec les liens pour pouvoir nous rejoindre. Actuellement, on a un petit problème, c'est que il y a eu énormément de connexions sur le site du Roll Event hier soir. Donc, si vous essayez de vous connecter, potentiellement, il va vous marquer que il manque le certificat. Donc, vous faites simplement rentrer quand même et vous pouvez donner des dons. On est en train d'essayer de corriger le problème. Et donc, je vous rappelle que le Roll Event, c'est un événement caritatif dont l'objectif est de soutenir 4 associations francophones qui interviennent dans les hôpitaux. Donc, en fait, on a 4 associations qui vont dans les hôpitaux et qui font de l'animation pour les enfants. Donc, ils vont faire soit, par exemple, des jeux de clowns, soit des animations ludiques avec les enfants. Et leur objectif, en fait, c'est de venir aider et accompagner les enfants pendant leur durée de traitement. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. Vous allez sur le site du Roll Event, vous cliquez sur le gros bouton donner aux associations et ensuite vous sélectionnez l'association à qui vous voulez donner. Vous serez redirigé sur le site de l'association en question et vous pourrez leur donner le montant que vous voulez. Il ira directement en fait sur chez eux. Le site du Roll Event, en fait, il sert simplement à vous faire une redirection et à collecter le montant des dons. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser durant le live. Et on va commencer. Alors, Terence, merci à toi déjà d'être parmi nous. Euh, Plaisir. tu vas bien? C'était Bien. pas trop dur de te lever un samedi matin? Non, non, tu sais, j'ai la petite, hein. Donc, c'est tous les matins, tu te lèves à 6 heures, il n'y a pas le choix, Ah, hein. tu es déjà en forme et en pleine possession de tous tes moyens pour notre table. Donc, on va être On l'espère. ensemble à peu près jusqu'à 11h30. Ouais. Ensuite, vous aurez droit à une pause jusqu'à 14h et à 14h, on reprendra avec la prochaine table ronde. Alors, et évidemment, pendant qu'on est en train de discuter, il y a des gens qui sont sur le Discord de la FFJDR et qui sont en train de faire du JDR. Je vais juste vous indiquer. Alors, on a un JDR Cthulhu et un JDR Omniprésence qui sont en cours. Il y a déjà ça. Et je préviens aussi que si jamais il y a des gens que ça intéresse qui nous regardent, ce soir à 20h, vous avez le JDR le Père Noël est une ordure qui a été déplacé donc de 16h à 20h, je crois. Donc, si jamais vous pouvez toujours aussi vous inscrire. Alors, nous, on est ensemble pour parler des jeux de cartes et sont-ils des jeux de rôle? Et c'était ta fille, c'est ça qui a fait du bruit? Attends, là, tu vois son petit bout de tête qui apparaît là? Ouais, on voit ses cheveux, oui. Voilà. Ça y est, c'est parti. Il faut que tu nous laisses, Choupi. Allez, vas-y. Et je l'ai vu, ton petit collier. Ouais, Alors, désolé, hein, tu connais, oui, c'est le direct, tu connais, hein. c'est les joies du direct. Donc nous sommes en direct hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Hein. Tu Et, sais, ça m'arrive dans toutes les visios qu'on fait et toutes les réunions qu'on fait. on est en mode cool. Les brochettes Donc et on est là tout. pour parler des jeux de cartes. Sont-ils des jeux de rôle? Donc ceux qui sont dans le chat avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions ou à Chez, s'il te intervenir. plaît. On pourra afficher les choses. Alors, évidemment, avant qu'on se lance dans le sujet, Terence, donc toi, tu as été invité
puisque là, on va parler effectivement des jeux de cartes, plus particulièrement des jeux de cartes à collectionner, donc les jeux qui s'appellent Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Ouais, Donc, tout à fait. juste rapidement pour nos spectateurs qui nous regardent, une petite présentation de toi et peut-être justement quel est ton rapport avec l'univers des jeux de cartes, Terence. Ouais. Jeu de cartes, tu peux, à la manière d'un JDR, tu vois, jeu de rôle, tu peux abréger en TCG, Trading Card Game, voilà, pour les initiés si jamais il y a besoin. Du coup, j'utiliserai souvent le mot TCG sans faire exprès par habitude, du coup. Donc voilà. Mais en gros, c'est jeu de cartes, hein, voilà. Jeu de cartes, et ben oui, écoute, donc je suis Terence Figueiredo et je suis joueur de cartes depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, donc je joue au TCG depuis 20 ans, j'ai touché un peu à tout. J'ai un papa qui faisait du TCG aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis initié dans le TCG. Donc moi, mon papa, il jouait à Magic. Voilà. Il faisait des tournois, etc. Puis ensuite, il y a eu le Magic Online, et puis il a commencé aussi à faire des tournois. Il est monté très haut au niveau du classement mondial, etc. Et un jour, il m'a dit, tiens, tu me regardes faire, est-ce que ça te plairait de tester une fois un TCG? Et il s'avère qu'à ce moment-là, dans les timings, c'était quand même assez incroyable, Yu-Gi-Oh! Était en train d'apparaître en France. Voilà. Donc, il faut savoir qu'avant Yu-Gi-Oh! Il y avait aussi la hype Pokémon, mais à l'époque, Pokémon TCG à proprement parler n'existait pas comme ça existe maintenant, tu vois, avec des compétitions et ce genre de choses. À l'époque, c'était vraiment des cartes que tu obtenais en cours de récréation, avec tes vignettes Panini à côté et les cartes Pokémon de l'autre. Et je peux t'assurer que on en parlera plus tard, je pense, au niveau du pricing des cartes, mais à l'époque, tu chopais un Dracofeu, ça valait pas 15 000 balles, quoi. Tu vois, je veux dire, à l'époque, tu chopais ton Dracofeu, et il n'y avait pas de valeur sur les cartes. Tu vois, les gens, ils se les échangeaient, on les jetait contre les murs. Tu vois, on n'en avait rien à faire. Donc il y a eu cette période-là, et puis à ce moment-là, du coup, il y a eu Yu-Gi-Oh! Et ben, Yu-Gi-Oh! Je m'y suis intéressé, mais j'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans. Et j'ai adoré le concept, en fait, j'ai adoré le concept d'un animé, parce que je connaissais pas le manga au départ, hein, j'ai connu avec l'animé sur Canal J. Euh, pour les vieux de la vieille, voilà, c'était une chaîne pour enfants, Canal J, voilà, qui diffusait des choses incroyables, dont justement Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, quand on s'est dit c'est que ça pouvait être sympa parce que l'animé m'avait plu et que le jeu de cartes était intéressant, le design était intéressant, et puis le système de jeu aussi était sympa, il était assez simple à comprendre au démarrage pour devenir technique par la suite. Ben, je me suis lancé dedans, on a acheté les premiers packs de départ, les starters, etc. Et puis j'ai commencé à jouer d'abord en boutique. Voilà, donc j'allais en boutique tranquillement faire mes petits matchs le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer des gens de plus en plus forts, et je me suis intéressé aux compétitions. Et puis à partir des compétitions, j'ai commencé à y jouer. Et puis j'ai fait, si tu veux, un gros démarrage de carrière comme ça, quoi. Donc voilà. Après, mon histoire TCG, elle ressemble un peu. Je vais un peu l'orienter à la manière d'un shonen quand tu parles de jeu de rôle. Tu vois, je vais t'expliquer les anecdotes qui ont fait que je me suis lancé. Alors là, je me penche, tu vois, pour fermer la porte. Oui. Voilà, parce que sinon, tu as le chat qui va rentrer, il m'embêter aussi, il va passer devant l'écran, c'est horrible. Et, euh, et du coup, au niveau des anecdotes, le vrai démarrage du jeu, c'est que du coup, je me suis intéressé donc à l'animé Yu-Gi-Oh! Et il y avait donc une boutique spécialisée près de chez moi qui organisait ça. Et c'était d'ailleurs les seuls à vendre du Yu-Gi-Oh! Et du coup, je me rappelle que j'avais acheté un starter deck, hein, tu sais, les decks de démarrage, hein, pas avec les paquets de cartes où tu collectionnes des cartes de plus en plus puissantes pour former ton deck de plus en plus puissant et jouer à haut niveau. Non, non, là j'avais vraiment le deck de démarrage nul, et j'apprenais à jouer avec ça comme je pouvais. Et puis, bah, le premier jour où j'arrive à cette boutique, on arrive et forcément, toi, tu débutes et tu tombes sur des initiés, tu vois, des gens qui sont déjà à fond dans le jeu, qui sont au top. Et, et du coup, j'y vais avec un ami. Et écoute, cet ami, malheureusement pour lui, il s'est fait rétamer par leur champion sur place, tu vois, parce qu'ils avaient un champion qui faisait des tournois sur place, qui se qualifiait pour les gros tournois, etc. Et un mec
un peu très hautain. Tu vois, as l'impression d'être dans un manga pour de vrai. Tu vois, c'est-à-dire, tu as le mec hautain. Avec le vrai Kaiba, c'est ça? Ouais, c'était limite ça. Tu vois, tu as le mec un peu hautain, en tenue scolaire, machin, qui les explose tous. Mais, tu sais, et genre, tout le monde est autour de lui pour le regarder jouer, machin, et tout. Et je me rappelle que quand mon ami il s'était fait rétamer, il était triste, hein. Tu sais, on avait 13-14 ans, t'imagines bien que voilà, mentalement, hein, il était triste, alors qu'on venait de commencer le jeu, hein. Techniquement, on en avait un peu rien à faire, normalement. Mais il a été tellement méchant, l'autre en face, que il a pas aimé. Et du coup, bah, moi, j'ai pas aimé, tu vois. Donc je me suis dit, et si je faisais une vengeance de cartes, tu vois? Je me suis dit, on y va, une vengeance de cartes. Et j'ai joué contre lui. Et j'ai gagné. Avec mon deck tout nul, j'ai gagné et j'ai gagné sur un calcul, ouais, j'ai gagné sur un calcul bien calculé que lui avait pas anticipé. Et je lui ai dit, tiens, tu risques de la perdre là-dessus. Boum, je pioche la carte qui fait qu'en plus, derrière, je peux assurer mon coup. Boum, je le bats, il pète un câble. Mais si tu avais vu le câble qu'il a pété ce jour-là, eh ben, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la compète. Je me suis dit, si eux, ils sont tous comme ça, je vais prendre un plaisir fou à jouer contre eux au fur et à mesure, tu vois. Et je me suis intéressé encore plus du coup à la compétition à partir de ce jour-là. Et puis après, je suis monté en ranking. Donc, tu vois, j'ai fait un premier tournoi régional qui qualifiait par exemple pour le championnat de France. Tu vois, c'était en 2004-2005, je crois. Et ce premier tournoi, bah, je me qualifie. Donc, c'est les 8 premiers qui sont qualifiés du tournoi. Il y avait 200 ou 300 participants. Je me qualifie. Derrière, je vais au championnat de France. Je fais top 16. Tu vois, donc je suis dans les lots, etc. Et puis, l'année d'après, je continue. Le même chemin, je fais top 8. L'année d'après, je fais top 4. L'année d'après, je fais top 2. L'année d'après, je suis champion. Tu vois, et c'était une ascension comme ça. Et en fait, voilà, j'ai commencé à vraiment me spécialiser là-dedans et j'ai commencé à un moment donné à en vivre, hein, parce que du coup, j'ai été sponsorisé, quoi. J'écrivais pour les magazines, je représentais des marques, etc., tu vois, de jeux de cartes, des boutiques qui me payaient pour ça. Et en même temps, je faisais un peu de business avec l'achat-revente de cartes. Alors, c'était au tout démarrage, hein. Donc, du coup, ça se faisait en version main, tu vois, un peu les mecs qui ouvrent les imperméables avec des cartes, tu vois, pour essayer de les vendre. Et je bouffais comme ça, hein. Je payais mon loyer comme ça. Et un jour, donc tu as un classement, il faut savoir, pour restituer dans les jeux de cartes, tu vois, en tout cas dans celui-là. Alors, c'est plus le cas depuis que Konami a repris le truc, mais c'est pour ça que j'ai écrit UDE. Voilà. Donc, tu avais un classement, un peu comme un classement au tennis, tu vois. Et en 2009, j'ai mon ami qui m'appelle et qui me dit, tiens, t'as vu la mise à jour du classement, etc. Je lui fais, non, ok, tu me racontes un peu? Et il me dit, bah, t'es numéro 1 mondial. C'est parti. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'avais déjà été auparavant qualifié pour les championnats du monde. Donc, j'avais fait un gros résultat au championnat d'Europe, parce qu'il fallait savoir qu'en fait, les 8 premiers de chaque championnat de France s'affrontaient dans le championnat d'Europe, et que les 4 premiers du championnat d'Europe allaient au championnat du monde, tu vois. Et ça, du coup, je l'avais fait par le passé. C'était juste l'année d'avant. Et derrière, bah, du coup, en étant premier mondial, j'étais automatiquement qualifié une deuxième fois au championnat du monde. Mais malheureusement pour moi, Konami a repris le jeu et du coup, ils ont annulé le classement pour refaire leur classement à eux. Mais ils n'ont pas repris les anciens résultats. Donc, du coup, ça a annulé ma deuxième qualif au World. C'était un peu con pour moi. Mais dans l'idée, tu vois, je veux dire, j'ai fait l'ascension comme ça. Mais moi, après, derrière, j'étais payé pour jouer et je devais gagner mon pain en gagnant des lots, etc. Et en faisant mon bout de chemin comme ça, quoi. Sachant que je jouais aux jeux vidéo à côté, je faisais des compètes de jeux vidéo sur Counter-Strike à côté, etc. À un moment donné, j'en faisais un peu sur Tekken, Budokai. Tu vois, donc tout ce que je pouvais gagner et revendre, en gros, en tournoi, je le faisais pour payer mon loyer et bouffer comme ça, quoi. Ça, c'est pour ma petite histoire, tu vois, avant de fonder ce que j'ai fondé par la suite. Mais pour le coup, voilà. En tant que joueur, c'était ça mon existence, tu vois. Ok, super. Alors, si jamais ben, les gens qui sont dans le chat, vous avez déjà des questions aussi à poser sur le parcours de Terence, n'hésitez pas. Alors, malheureusement, je n'ai pas de retour pour l'instant de notre deuxième intervenant qui s'appelle Crawler, qui devrait nous rejoindre. Je pense qu'il va essayer de voir s'il peut nous rejoindre directement avec son téléphone. Donc, petite présentation de Crawler. Donc, lui, il est fondateur, enfin cofondateur d'une association de Magic qui est basée en Alsace. Et c'est aussi un rôliste.
qui est plutôt spécialisé sur tout ce qui est Cthulhu. Voilà, donc lui, un peu comme toi, ça fait, je pense, 10 ou 20 ans qu'il est dans l'univers des jeux de cartes, et en même temps, régulièrement, en fait, il est sur des parties de jeux de rôle en tant que maître du jeu, en tant que joueur. Donc c'est vrai que toi, tu es plus sur du Yu-Gi-Oh! Lui, c'était plus du Magic. Donc j'espère qu'il sera là, comme ça on pourra faire un petit peu les parallèles. Après, vous avez énormément de chance puisqu'il s'avère que moi je suis à la fois rôliste et je suis aussi joueur de Yu-Gi-Oh! Magic. J'ai commencé aussi récemment là, le nouveau jeu de cartes Star Wars, Mhm. si jamais, et je me suis mis à Pokémon d'ailleurs il y a quelques temps aussi. Parce que ça faisait super. Enfin, j'ai jamais joué à Pokémon en fait, et moi je me suis juste acheté des decks des préconstruits pour pouvoir découvrir un petit peu le jeu, etc. Alors je te propose maintenant que les présentations sont faites. Donc toi, tu as posé le terme de TCG, Trading Card Game, mais est-ce que peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément, est-ce que tu peux peut-être juste développer les mécanismes qu'on peut avoir dans un jeu de cartes, ou expliquer peut-être juste comment se passe un jeu de cartes de manière concrète quand on fait un jeu de cartes à jouer. Alors, tu as plusieurs moyens de faire les choses, mais on va dire le plus banal pour les consommateurs, en gros, c'est des jeux de cartes où tu es en 1v1. Voilà, un adversaire contre un adversaire. Et en général, un jeu de cartes, comment il se conçoit? Il se conçoit avec ses propres règles. Voilà, chaque jeu de cartes a ses propres règles, même si ça finit toujours par deux adversaires qui s'affrontent, un qui gagne par rapport à ses règles. Et du coup, un TCG, c'est toujours fait à base de cartes et de cartes qui évoluent souvent constamment. C'est-à-dire que les producteurs de jeux vont te mettre à disposition un panel de cartes à l'instant T. Et avec ce panel de cartes, tu vas pouvoir constituer ton jeu pour affronter un adversaire qui a fait la même chose de son côté. Tu vois. Et du coup, t'as cet aspect-là. Tu as l'aspect dans les TCG qui concerne la collection. Donc, tu as des gens qui veulent juste récolter toutes les cartes possibles et disponibles du jeu. Et tu as ceux qui vont chercher à obtenir les cartes les plus puissantes pour constituer le meilleur deck et pouvoir jouer contre des adversaires qui ont ça. Et comme je disais que c'est évolutif, c'est parce que, en général, un TCG, il a un rythme de parution qui se fait en boutique tous les 3 à 4 mois. C'est-à-dire que tu as des boutiques spécialisées qui en fait se fournissent chez des grossistes, voilà, c'est des grossistes du jeu de cartes, hein, et ils obtiennent du coup des paquets de cartes, donc des displays et des boosters, on appelle les boosters de cartes. Et toi, consommateur, en gros, tu vas dans ces boutiques et tu les achètes. Après, tu peux aussi les acheter à l'unité sur des sites spécialisés, les cartes précises, tu vois, que tu peux acheter à l'unité sur des sites spécialisés de gens qui les revendent aussi, qui est un business parallèle. Mais sinon, le modèle normal, celui que j'encourage le plus d'ailleurs, c'est le modèle de gacha version boutique, quoi. C'est-à-dire tu achètes tes boosters, tes paquets, tu essaies d'obtenir les cartes que tu désires dans la boutique, et puis voilà, tu constitues soit ta collection, soit ton jeu avec ça. Et tous les 3 4 mois, il y a un nouveau paquet qui va sûrement sortir de ton jeu préféré. Puis tu vas alimenter tes nouvelles stratégies, tes nouvelles cartes par rapport à ça. Et en fait, ça va s'alimenter au fur et à mesure. Et du coup, les cartes, donc il y a ce terme qu'on appelle le power creep dans les TCG. C'est de dire que tes anciennes cartes vont forcément tout doucement devenir obsolètes. C'est une réalité qui se fait très souvent au profit des nouvelles pour pouvoir vendre de nouveaux produits au fur et à mesure et que du coup, tu dois alimenter un petit peu le commerce autour de ça. Tu vois, et tu as d'ailleurs plusieurs systèmes qui sont en place par rapport au TCG en termes compétitifs par rapport à ça. C'est-à-dire que sur Magic, eux, c'est assez simple. Ils appellent ça des formats. Tu vois. Donc, tu as un format où tu peux jouer toutes les anciennes cartes, etc. Et tu as leur format construit normal où ils vont t'autoriser que les dernières extensions qui sont sorties, quoi, que les dernières cartes qui sont sorties. Donc, ça, c'est un moyen d'alimenter le jeu et de faire consommer un petit peu le joueur tout en l'alimentant tout le temps. Les joueurs l'ont accepté, c'est quelque chose qui leur plaît bien. À Yugi, c'est un peu différent. À Yugi, tu peux jouer toutes les cartes du début à la fin, donc les 20 ans de parution, les 25 ans de parution, tu peux les jouer, mais il y a un système de banlist où tu interdis les cartes qui sont devenues soit trop fortes ou soit mal designées pour le jeu actuel. Voilà. On va pas se mentir, hein, ça c'est toujours à but commercial, évidemment. Si une carte est trop forte et qu'elle empêche les nouvelles cartes à venir
voilà, de s'épanouir dans le jeu, ils vont interdire les anciennes qui sont vraiment trop fortes pour permettre aux nouvelles d'arriver sur le jeu, d'obliger le consommateur un peu à se les procurer pour être au niveau, etc. C'est à la manière de. Pour ça, je compare souvent au tennis, le TCG, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un investissement personnel. Si tu as envie de t'éclater, tu peux jouer fun pour pas trop cher. Mais si tu comptes aller en compétition, eh bien, il faut savoir faire les sacrifices nécessaires pour payer, pour avoir les meilleures cartes et choisir les bonnes cartes, pour faire tes voyages, etc. Il y a un budget. Du coup, si tu veux être compétitif sur le TCG, il faut prévoir un budget. Par contre, si tu veux jouer fun avec tes potes et déconner en boutique, etc., franchement, ça coûte pas grand-chose et tu peux t'en sortir bien. Si tu es entouré des bonnes personnes, ça te coûte pas grand-chose. Ok, super. Donc là, on a un petit peu mis en place c'est quoi un TCG. Alors, on a une remarque dans le chat, je vais l'afficher rapidement. Donc, il y a Yago qui nous dit que comme un JDR, ils font de l'équilibrage. Et effectivement, dans les JDR, bon, on va pas rentrer dans le sujet du JDR parce que là, ce serait très long. Mais effectivement, on a des JDR qui font différentes versions aussi de leur JDR et qui remettent à chaque fois à jour les règles pour équilibrer le JDR, essayer de corriger certaines choses, essayer d'améliorer des choses. Donc voilà. Alors, je te propose d'enchaîner sur la suite. Donc là, tu en as parlé un petit peu juste avant, puisque tu parlais justement pour Yu-Gi-Oh! Du dessin animé Yu-Gi-Oh! Qui avait été sorti. Donc c'est vrai que dans un JDR, on a forcément un univers, une narration, des personnages, etc. Et dans les jeux de cartes, donc évidemment là, le plus connu c'est Yu-Gi-Oh! Mais après il y a aussi le dessin animé Pokémon, etc. On a au final aussi des univers qui sont créés. Bon là c'est plus à but commercial, hein, justement pour faire connaître. Hmm. Mais en termes de cartes en elles-mêmes, est-ce que pour toi, comme dans un jeu de rôle, dans les jeux de cartes, tu retrouves aussi ce côté univers narratif, lore, etc., avec vraiment comme ce qu'on pourrait retrouver dans Donjons et Dragons, dans Cthulhu, dans je sais pas moi, le donjon d'Albuck, etc. C'est-à-dire tu vas avoir une pléthore de personnages, tu vas avoir une espèce d'histoire globale qui a été créée, tu vas avoir un espèce de lore qui est développé avec, par exemple, des choses qu'on t'explique qui se sont passées dans le passé et qui font que dans le présent, il se passe des trucs. Est-ce que tu retrouves ça aussi pour toi dans les jeux de cartes auxquels tu as pu jouer? Dans, dans les aspects jeux de rôle, alors bon, maintenant je suis vieux, mais quand j'étais gamin, sincèrement, quand j'étais gamin, j'adorais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien accroché à Yu-Gi-Oh! J'adorais le côté mythologie un peu égyptienne, tu vois. Ça me plaisait beaucoup et je trouvais que justement que ça poussait le délire à fond. L'idée d'avoir des monstres un peu au style gothique, tu vois, magicien gothique au style égyptien, je trouvais que c'était une bonne idée. Ça me donnait envie en fait de voir la suite. Et pour prendre Yu-Gi-Oh, hein, parce que c'est un bon exemple justement par rapport à la narration et tout ce qui est rôle, etc. euh, le héros, il affronte des adversaires qui ont à chaque fois un type précis. Tu vois, c'est-à-dire qu'il affronte un adversaire qui ne joue qu'avec des monstres de type insecte. Et donc, du coup, ils vont te faire tout un storytelling sur pourquoi il aime les insectes, pourquoi il joue que des insectes. Et du coup, il va jouer des cartes insectes. Bon, évidemment, il va jouer des grosses bébêtes, des araignées, des machins. Bon, tu t'imagines bien le truc, quoi. Et puis, il va tomber à un moment donné dans un cimetière. Il va tomber forcément contre le mec qui joue des zombies. Tu vois, il va s'approcher de la plage, boum, il va tomber contre celui qui joue des requins, des poissons, etc. Tu vois, donc ce côté-là, il était très présent. Et surtout dans Yu-Gi-Oh! En fait, il est très présent, mais il est aussi présent dans Magic, hein, parce que Magic, je me rappelle que quand j'étais petit, je regardais toutes les cartes pour ça, hein. Je veux dire, je jouais pas au jeu, parce que mon père y jouait, et moi, tu sais, j'étais trop petit pour y jouer, donc du coup, j'avais les cartes. Mais j'adorais trier les cartes, tu sais, par couleur et par style d'univers, c'est-à-dire qu'elles avaient des fonds qui se ressemblaient, tu vois, comme si elles étaient dans la même palette, dans la même image, tu vois, dans le même dessin. Et j'adorais faire des espèces de puzzles pour essayer de les réunir, pour voir s'il y avait des choses qui se faisaient. Donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Donc ça, on parle vraiment du design, tu vois, du style de design.
Si tu aimes les decks avec des dragons, tu peux le faire, par exemple, tu vois, que ça soit dans tous les TCG, si tu aimes vraiment les dragons, tu peux te dire, tiens, moi je suis joueur de dragons, je veux des dragons, tu vas chercher les dragons les plus forts, ceux qui sont en synergie ensemble, et tu vas essayer de te constituer ton deck comme ça, tu vois. Tu peux la jouer là-dessus. Donc tu peux jouer par type, tu peux jouer par personnage. Tu as des gens qui adorent certains personnages. Moi, par exemple, j'adore le personnage de Kaiba. Bon, bah, c'est le méchant, évidemment. Enfin, c'est le méchant qui est pas trop méchant. Enfin, tu vois le délire. Mais mon délire, c'est que genre Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est la carte que j'adore le plus dans Yu-Gi-Oh! En termes de dessin animé. Alors, c'est pas ma carte préférée en termes de gameplay. Parce que, bon, elle est simple et voilà, elle n'a pas vraiment d'effet. Mais c'est pas ça. C'est que moi, j'adore, par exemple, à Yu-Gi, une carte qui s'appelle Babouin Vert. Ça, c'est une vieille carte de l'époque. Elle s'appelle Babouin Vert. C'est un gros gorille, hein, voilà, c'est un gros gorille. Et je jouais un deck constitué que de monstres de type terre et bêtes. Tu vois, je jouais des bêtes. Et j'adorais être le joueur de bêtes. Tu vois, c'était quelque chose qui me plaisait d'être le joueur de bêtes, alors que les autres gens, ils avaient des decks ultra compétitifs, etc. Moi, justement, je venais avec un deck bestiole, tu vois, un deck de la forêt, pour tout gagner, tu vois, pour tout rafler, juste à cause d'une seule carte qui avait pour effet de bénéficier justement de toutes ces bêtes-là. Tu vois? Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que ben, c'est pour ça que je pense que Yugi avait frappé fort à l'époque. Tu vois, c'était justement cette histoire d'animé. C'est là où Pokémon, le TCG était sorti avant celui de Yu-Gi-Oh! Mais tu n'avais pas un animé qui était centré sur le jeu de cartes. Tu vois, Yu-Gi-Oh! Tu avais un animé qui était centré sur le jeu de cartes. Donc, du coup, quand tu achetais le produit, ben, en fait, tu achetais ce que tu regardais à la télé. Tu vois, c'était quelque part, c'était ça. Pokémon, c'était un peu différent. Tu achetais ce que tu voyais à la télé, mais plus sous forme de figurines. Tu vois, si tu voulais jouer avec les Pokémon et faire des combats, tu achetais les figurines ou tu achetais les jeux vidéo, tu vois, Pokémon Stadium, etc. Et tu reproduisais comme ça ce que tu voyais à la télé. Alors qu'avec les cartes, tu pouvais pas vraiment. À l'époque, hein, j'entends bien à l'époque. Et c'est pour ça que c'était pas aussi répandu que maintenant, le TCG au tout démarrage de Pokémon. Là où Yugi, c'était le cas. Et Yugi, il y a aussi eu, au niveau des sujets, tu vois, c'est-à-dire que tu as eu la première saison égyptien, etc. Et puis il y a eu un tournant dans cette, on va dire, grande saison 1 de Yugi, c'est-à-dire on appelle le Yugi Vanilla, quoi, le premier Yugi, donc Yugi Kaiba, machin. Il y a eu Battle City. Donc il y a eu une saison, c'était Battle City. Et fallait imaginer à l'époque le banger que c'était. Battle City, c'était l'idée d'affronter des gens dans la rue. Tu vois, c'est-à-dire les gens, ils se croisent, machin, boum, tiens, on se fait un match de cartes. Mais ça, c'était une folie. Tu imagines l'impact dans les cours de récréation, dans les duel centers, etc. L'idée de te dire, tiens, vas-y, je marche dans la rue, tiens, t'es un joueur de cartes, vas-y, je te fight. Tu vois, c'est exactement ce qu'avait lancé Pokémon dans les premiers jeux Game Boy. Tu vois, tu te balades, hop, tiens, il y a un mec qui te fait son point d'exclamation, il te fonce dessus, il veut faire un match de Pokémon. Tu vois, bah là, c'était le même délire, mais en animé. Et c'est pour ça que c'était exceptionnel pour l'époque. Et puis juste derrière, donc bon, c'était un petit peu plus enfantin, mais ils ont sorti donc la deuxième saison de Yu-Gi-Oh! Avec un nouveau héros, etc. Là, moi, j'ai décroché de l'animé à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y avait plus le côté égyptien, bah, c'est là où moi j'ai décroché et j'étais vraiment que concentré sur la compète. Mais c'était très intéressant, Yu-Gi-Oh! GX. Parce que Yu-Gi-Oh! GX, c'était un gamin qui était dans une école spécialisée, tu vois, pour devenir champion de cartes. Tu vois le truc? Et c'est ce qui m'a fortement inspiré pour faire le boulot que je connais, enfin, voilà, que tu connais aujourd'hui de moi. Voilà, les écoles d'e-sport que j'ai fondées, je les ai fondées sur ce modèle de Yu-Gi-Oh! GX. Hein. La réalité, elle est là, hein, c'est que ça m'a fait rêver. J'en rêvais quand j'étais gamin, hein, d'avoir des écoles de ce genre-là. Je l'ai vu à la télé, je me suis dit, mais c'est forcément possible de le faire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends, je le fais. Tu vois, donc j'ai utilisé mon expérience passée dans le TCG et j'ai lancé ça. Donc, en fait, ma vie professionnelle, c'est un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis vraiment inspiré de ça pour le faire. Et c'est ça qui fait que je pense que ça fonctionne parce que tu as une vraie passion. Tu vois, c'est une vraie passion derrière. Tu as envie de le faire, tu as envie de voir plus loin. Alors, juste avant de prendre une des questions du chat, là tu parlais du dragon blanc aux yeux bleus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé au moment de jouer la carte de faire exactement comme dans l'animé, de crier le nom en disant dragon blanc aux yeux bleus attaque ou Bien sûr, mais bien sûr pour le fun, mais t'imagines pas tout, tout ce que je faisais, moi, c'était n'importe quoi. Hein.
j'essayais d'invoquer les dieux égyptiens et je faisais comme dans le dessin animé, je récitais les incantations, hein, pour m'éclater. Ah bah oui, mais t'es obligé, c'est trop marrant. Tu vois, c'est. Alors, tu le fais pas de manière naturelle, c'est-à-dire que tu vas pas voir quelqu'un comme moi venir carrément costumé, tu vois, en cosplay, venir costumé de ton personnage préféré et jouer comme lui, etc. C'est sûr que tu me verras pas trop faire ça, mais par contre, si je vois que je vais invoquer un dragon blanc aux yeux bleus et tout, mais bien sûr, même encore à mon âge, je le fais, hein. C'est trop le kiff. Alors, on avait juste une question. On peut dire que Magic s'inspire des univers et designs du JDR ou pas? Est-ce que donc tu as aussi joué à Magic, hein? Est-ce que pour toi, donc Magic, c'est un jeu qui est apparu en 1993. Oui. Donc est-ce que pour toi, c'est effectivement un univers qui, dès le départ, s'est inspiré peut-être justement du monde du jeu de rôle avec peut-être les illustrations, même pareil hein, pour Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu as cette impression peut-être que les illustrations étaient déjà faites à l'époque un peu pour immerger au final le joueur dans, je vais pas dire une contemplation, mais lui inspirer en fait quelque chose justement dans son esprit en mode une histoire à travers l'image. Il faut savoir aussi que sur les cartes, alors pas sur toutes les cartes, mais généralement sur certaines cartes, il y a aussi des espèces de petites citations qui sont en bas de carte, où justement, Tout par à exemple, fait. vous avez le nom de la carte, vous allez avoir l'illustration, et en bas de la carte, vous allez avoir, par exemple, un texte en mode, soit c'est le personnage qui est sur la carte qui dit quelque chose, soit en fait c'est un texte qui est récité, puisque si je prends l'exemple de Magic, alors aujourd'hui ils le font plus trop, mais il faut savoir qu'à une époque, quand vous aviez justement une nouvelle extension de Magic qui était sortie, il y avait toujours un espèce de petit livret qui était un roman en fait et qui racontait vraiment l'histoire de l'extension. Et jusqu'à un certain niveau, je crois que ça doit être 2010 ou 2015, un truc comme ça, où ils ont arrêté de le faire. Maintenant, bon, vous retrouvez les histoires en ligne, hein, mais jusqu'à à peu près cette époque, quand vous aviez des extensions, vous aviez un petit livret et vous aviez vraiment l'histoire. En fait, c'était un petit roman. Est-ce que tu as cette impression, effectivement, que les jeux de cartes, pour pouvoir être peut-être plus impactants, ils s'étaient aussi inspirés de cette méthode ou pas? Alors sincèrement, je pense que oui, hein. Je pense que oui. J'ai des vagues flashbacks. Donc moi, je suis né en 88, hein. Ça remonte maintenant, hein, je suis né en 88. Et j'ai des flashbacks de mon père. J'avais 3 ans, hein. J'avais 3 ans, hein. De mon père qui organisait des soirées jeux de rôle à la maison. Donc lui, il le faisait. Lui, il est vraiment dans cet univers-là, voilà. Et il y a eu Magic juste après, tu vois? Et je retrouvais, moi, en tant que gamin, ce qui se racontait pendant les jeux de rôle, parce que j'écoutais, hein, j'écoutais à la porte ou alors, tu vois, j'avais mon petit siège et je les regardais jouer, j'adorais ça. Et je retrouvais ça dans les cartes, tu vois? Donc je pense vraiment que ça a été inspiré. Mais comme, Magic s'inspire de plein d'œuvres, tu vois? Seigneur des Anneaux, ce genre de choses, évidemment l'heroic fantasy, les jeux s'en inspirent et je pense qu'ils s'en inspirent tous et ils ont raison de le faire. Comme je pense d'ailleurs que maintenant, le, comment dire, les jeux de rôle modernes s'inspirent aussi de ce qu'ils voient dans les univers TCG et même des fois de comment les intégrer, tu vois, dans les univers jeux de rôle et TCG. Donc moi je pense qu'il y a un mélange de tout et je le compare, quand j'en parle, je le compare souvent au football, tu vois. Alors le parallèle il est spécial, mais je le compare au football avec les joueurs de foot qui, à l'époque, si tu veux, FIFA reproduisait ce qu'on voyait sur le terrain, en tout cas essayait de le faire, donc copiait les joueurs. Maintenant, tu as l'impression que les joueurs copient ce qu'ils font sur FIFA, sur le terrain. Tu vois le parallèle? Donc je pense que l'un s'inspire de l'autre, mais si tu veux mon avis, je pense que le jeu de rôle était là avant. Et évidemment, les TCG s'en ont inspirés et ils ont eu raison de le faire parce qu'en fait, le parallèle, il est très étroit. Tu vois, la ligne, elle est très étroite. Et les deux sont liés. Pour moi, les deux sont liés, les deux sont même jouables ensemble. Ouais. Alors, tu parlais avant justement que toi, tu t'amusais à faire un deck bête quand tu jouais à Yu-Gi-Oh! Est-ce que pour toi, le fait de créer un deck dans les jeux de cartes, c'est quelque chose qui pourrait se comparer au final à créer un personnage dans un jeu de rôle? Complètement. Complètement.
Complètement parce que, si tu veux, ton personnage, dans un jeu de rôle, c'est plus complet. Tu vois? C'est plus complexe aussi, mais c'est plus complet. Parce que tu peux créer, plus ou moins le design, tu vois? J'ai joué un peu à quelques jeux de rôle et ce que j'adorais faire, par exemple, quand je créais mon personnage, donc bien sûr, bon, la fiche de hein, on connaît, hein, la fiche de stats au départ, machin, blabla, bref. Ça, c'est ce que j'adorais, c'est ce que j'adorais aussi et je dessinais, tu vois, le personnage que je voulais voir, tu vois? Avec un caractère, je lui écrivais son caractère, et cetera et après j'essayais de me plonger dans le personnage, complètement. Quand je fais mes decks, en tout cas quand je les faisais à l'époque, heu, ben, je raisonnais un peu comme ça. Tu vois? C'est-à-dire, je me disais: «OK, il faut que je joue des monstres», alors je peux tout jouer, hein, si tu veux, je pouvais jouer tous les decks, mais il faut que je joue des monstres, de type terre, tu vois? Et il faut que je joue des monstres qui ont pour effet, de toujours laisser un petit monstre sur le terrain, même s'il est plus faible que tout ce qu'il y a en face pour toujours avoir un petit avantage, tu vois? En termes de board présence et en termes de vitesse. Parce que ce que j'aimais justement, c'était être agressif, tu vois? J'aimais jouer agressif et j'aimais être le joueur agressif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des points que je retrouvais beaucoup dans le JDR et quand je faisais mes decks, je réfléchissais que comme ça. C'est-à-dire que je prenais le panel de cartes. Il fallait déjà, pour certains de mes decks, il fallait que, si tu veux, ça soit un monstre de type bête. Si tu veux, s'il n'y avait pas le sigle type bête, je le regardais même pas. Tu vois? Voilà, type bête et à partir de là, je faisais une espèce d'entonnoir. Je prenais les monstres de type bête avec le sigle élément de la terre. Tu vois? Et je commençais à faire si tu veux, mes combinaisons. Je commençais à imaginer des combos, et cetera. Je me disais: «OK, ça peut amener à ça peut amener à ça». Et un peu comme quand je fais un JDR et je me dis: «OK, mes compétences, elles peuvent m'amener à ça, tu me fous dans une grotte, avec ça, ben, moi, je suis foutu, parce que j'ai rien pour allumer la lumière, machin et par contre, tu me fous dans un village, il faut discuter, par exemple, avec des gens ou essayer de mettre en place du commerce, des trucs». Hop, le perso, il est fait pour ça. Tu vois? Et c'était ce genre de choses et du coup, quand je faisais mes decks, je regardais un petit peu ce qui se faisait au niveau de ce qu'on appelle la méta, donc le jeu compétitif, ce que les gens jouaient à l'époque, principalement et du coup, mes bêtes, je les sélectionnais en fonction de ce qu'ils jouaient pour pouvoir mieux les contrer. Donc j'étais adapté j'étais équipé pour affronter la méta. Par contre, après, si je tombais sur des joueurs qui jouaient pas forcément la méta, ça pouvait me mettre en difficulté, tu vois? Mais vu que j'y allais de toute façon dans un but compétitif, il y avait 90 de chances que je tombe sur des gens, voilà, compétitifs aussi. Alors, donc tu as indiqué juste, avant que, tu as eu l'occasion évidemment de jouer à des jeux de rôle, ton père faisait des jeux de rôle à la maison. Donc j'imagine que, normalement, tu as sans doute eu l'occasion, soit à travers, ben, les gens qui venaient, jouer avec ton père, soit à travers ta propre expérience, ben, de rencontrer des personnes, hein, vu que le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose, on va dire, qui va se jouer, plutôt en groupe, en communauté. Généralement, quand on fait un jeu de rôle, à la fin du jeu de rôle, ou un petit peu après, les gens, ils échangent. Tu sais, des fois, voilà, quand tu es dans un groupe de jeux de rôle, tu retrouves quelqu'un avec qui tu joues. Des fois, vous avez des discussions en mode, ouais, tu te souviens de ce qu'on avait fait pendant le jeu de rôle, etc. On a fait de la merde, ou en fait, oh, on s'est super bien débrouillé. Donc, il y a des discussions comme ça, on va dire, au niveau du groupe, au niveau de la communauté, puisque parfois, là, si je prends un exemple récent que j'ai eu il y a 2, 3 semaines, j'étais sur une convention et j'ai un joueur de jeu de rôle qui discutait avec une autre personne du même jeu de rôle. Et en fait, ils se racontaient chacun leur partie de jeu de rôle. Est-ce que, au niveau des jeux de cartes, tu vois aussi un peu ce même effet, c'est-à-dire qu'au final, quand on a des espèces de parties emblématiques, enfin, est-ce que tu retrouves dans les jeux de cartes et dans le jeu de rôle aussi cette même notion au final de partage au niveau de la communauté quand on a des parties emblématiques ou quand il s'est passé des choses en disant ouais, ah là là, il m'est arrivé tel truc et en fait les gens se racontent ce qu'ils font au final dans leur jeu. Systématiquement, vraiment systématiquement, pour, heu, pour pour essayer de le raconter dans l'ordre. Tu as à l'époque, mon père, par exemple, c'était le maître du jeu. Tu vois? Il faisait le maître du jeu et je l'ai vu passer des nuits blanches entières à écrire et imaginer, la partie qu'il allait avoir le lendemain, tu vois? Vraiment et du coup, il arrivait très souvent que, bah, du coup, quand ça sonnait à la maison, je voyais les amis de mon père qui venaient à costumé, enfin, tu pétais de rire, hein. Franchement, tu pétais de rire, c'était à mourir de rire, franchement.
Et si j'avais eu l'âge de mon père à l'époque, je comprends pourquoi il était mort de rire quand il voyait ses potes arriver à la maison. Et donc, il faisait la partie qu'il avait imaginée, qu'il avait rédigée, etc. Et effectivement, le soir, après, ils se réunissaient, ils discutaient un petit peu de comment la partie s'était passée, des points d'amélioration aussi, tu vois, pas que de l'histoire, mais des points d'amélioration. Ouais, des fois, là, on était en difficulté, mais peut-être parce que c'était un peu trop dur, tu vois, c'était un peu vu à la hausse au niveau des lancers de dés. C'était quand même compliqué de réussir à faire quelque chose d'intéressant. On a vu voilà, le barème trop haut, quoi. Et puis lui, ça le poussait en fait à améliorer son histoire et son aventure au fur et à mesure des JDR. Et sachant qu'il avait fait des fois des JDR qui duraient des mois et des mois, hein. Il y avait certaines aventures qui étaient complètement folles en termes de durée, quoi. Donc tu en avais des plus courtes, tu avais des formats plus courts, et tu avais des formats assez longs. Et sur la partie TCG, alors, en général, c'est ce qui se fait, hein. Je veux dire, en gros, tu es souvent dans les tournois, tu as des tables. T'as des tables, tu finis ton match, tu vois, et du coup, tu vas voir tes potes qui n'ont pas fini leur match. Donc, tu les vois jouer, bon, soit tu les vois se faire rétamer, soit tu les vois rétamer le mec en face, et puis après, tu en discutes, quoi. Ouais, alors là, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, là, tu t'es planté, machin. Alors bon, c'est facile à dire parce que toi, tu es de l'autre côté, tu vois pas la main du mec en face et tout. Mais après, tu parles souvent de statistiques, tu vois. Tu lui dis, voilà, en fait, statistiquement, tu aurais dû faire ce tour-là parce que ça te garantissait ça, ça te faisait ça. Et ça permet des échanges, ça permet de s'améliorer. Voilà. Ceux qui ont un peu de jugeote, ils s'améliorent rapidement grâce à ça. Donc voilà. Et puis tu as en fait ce qu'on appelle aussi les reports. Tu as les reports de tournois. C'est souvent le top qui le fait, tu vois. Et ils te racontent en fait leur round match après match. Alors eux, comment ils font pour se rappeler de tous les matchs, match après match? C'est vachement balèze. Perso, j'y arrive, mais je me dis c'est une mécanique mentale qu'il faut, c'est complètement fou. Et il t'explique un peu bah, voilà, les moments clés du jeu, le moment où il était un peu peut-être dans la galère, il fallait qu'il pioche absolument une carte précise, il l'a fait, ça lui a permis d'aller plus loin, parfois non, tu vois, parce qu'il y a une part de chance aussi, hein, ça reste du TCG, il y a une part de chance, et ainsi de suite, mais un peu comme dans le jeu de rôle. Hein. Le jeu de rôle, moi, ce que je faisais, il y avait aussi une petite part de chance, de dire des fois, tu pouvais avoir un jet de dés qui te ruine complètement ta partie, tu vois. Tu te dis, bon, bah, ça fait partie du jeu. Alors que il suffisait, par exemple, de faire un 4. Hein. Sur tes 5 dés, il fallait faire un 4, mais tu n'as que des 1 qui sortent ou des 2, tu es là, tu dis, bon, super, super, je tombe dans le trou. Voilà, je tombe dans le trou. Venez me raise, s'il vous plaît. Mais en gros, c'était ça. Donc, c'est super sympa, ouais. Et l'aspect communauté, il se crée comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des amitiés qui se créent comme ça. J'ai noué une amitié forte avec un joueur. Euh, alors, en fait, ce joueur, c'est quelqu'un qui est aussi devenu champion. Tu vois, c'est quelqu'un qui est devenu champion de France. On était dans la même équipe à un moment donné, etc. Et ce joueur, il était vu comme quelqu'un de très froid. C'est qu'on pouvait pas trop lui parler, etc. Mais un jour, je l'ai vu justement, on était à une table de tournoi. Il faut savoir que bon, si tu veux, je prenais quelques droits que j'avais pas le droit de prendre, du genre, il était en train de jouer, je glissais une blague, tu vois, alors que normalement, t'es pas censé déranger le match, tu vois, mais moi, je glisse une blague, j'en ai rien à faire. Et je me rappelle que ce jour-là, cette blague-là, ça l'avait fait rire. Alors, choqué, hein, c'est le mec qui normalement, hein. Et là, ça l'a fait rire. Et juste après le match, bah, je sais pas, on a discuté de la blague que je lui ai faite et puis on est devenu amis comme ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était quelqu'un de très bien, très gentil, mais par contre qui était très dans la compète et qui voulait absolument faire carrière dedans, qui a d'ailleurs réussi à faire carrière. On a réussi à faire carrière dedans, tu vois. Mais il voulait ça. Et les gens le jugeaient mal, tu vois. Et ça a permis voilà, de découvrir des gens comme ça. Et puis, voilà, ça fait partie de mon expérience, mais dans le JDR, c'est pareil. Quoi. Tu découvres des personnalités, des gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient être, tu vois. Parce que je pense que ça reflète aussi. Tu vois, tu as l'aspect compétitif, mais tu as l'aspect histoire. Et ça reflète un peu, peut-être, ce que tu peux pas trop montrer au quotidien. Tu vois. Alors moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je suis comme je suis tout le temps. C'est-à-dire que je suis avec toi comme je suis avec n'importe qui. Dans une situation, là, on fait un live, bah, je suis exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, mais t'en as, ils ont plus de mal avec ça. Tu vois, en société, ils se comportent peut-être différemment parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de dire des choses qu'il faut pas, etc. Bah, dans le JDR et dans le jeu de cartes, il n'y a pas ça. Tu vois, tu as l'impression que les gens, ils sont vraiment ce qu'ils veulent être ou ce qu'ils rêveraient d'être. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, ça, pour le coup, c'est incroyable. Alors, c'est intéressant. Là, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit les gens, ils le jugeaient mal. Je vais essayer de faire un parallèle peut-être
avec justement le jeu de rôle, il s'avère que dans l'univers du jeu de rôle en France, en tout cas, il y a eu une période où les joueurs de jeux de rôle étaient considérés un peu comme des satanistes, ou en tout cas, la pratique du jeu de rôle, en fait, était assez mal vue. Donc, on est plutôt sur la fin des années 90, début des années 2000. Bah, On jeux a une vidéo période aussi, hein. comme ça où effectivement, c'était assez mal vu. Est-ce que dans l'univers des jeux de cartes, on a aussi un parallèle comme ça, où le fait, au final, de pratiquer une activité ludique fait qu'il y a des gens qui voient ça en fait comme quelque chose de bizarre et autre. Est-ce que toi, tu Ah, as vécu ce genre de choses? ouais, ouais, j'ai vécu ce genre de choses. Alors, je l'ai vécu pour le jeu vidéo, évidemment, et je l'ai vécu pour le TCG, et je l'ai même vécu à travers les TCG. C'est-à-dire que tu avais les joueurs de Magic et les joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui, par exemple, se vannaient entre eux, tu vois, alors qu'ils étaient pratiquants de TCG. Mais ils se vannaient entre eux parce que Magic, c'était plus adulte, tu vois, avec une ambiance plus héroïque fantasy, quand Yu-Gi-Oh! C'était peut-être plus enfantin, etc. Tu vois, donc on parlait vraiment de l'univers, et alors là, tu es de cette communauté, de cet univers, donc tu es un gamin. Tu vois, par exemple, pour Yu-Gi-Oh! Après, pour le jeu de cartes, à proprement parler, là, c'est différent. Là, c'est au niveau compétitif. Chacun est juge de dire quel est le jeu le plus technique ou pas, etc. Bref, ça, c'est pas la question. Mais ça, je l'ai vécu, et je l'ai vécu aussi de la part de mes proches, tu vois, de mes proches, de certains de mes amis. En fait, les amis que j'ai aujourd'hui, alors ça fait voilà, plus de 20 ans qu'on est le même groupe, en fait, c'est qu'on se réunit toutes les semaines, on est le même groupe d'amis, soudés, etc. On est une famille, hein, en gros, hein. On vient tous du jeu de cartes. En vrai, la réalité, c'est qu'en fait, on s'est réunis, on vient tous du TCG et de Yu-Gi-Oh! Voilà. Et c'est de là qu'on vient. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est retrouvés entre nous. Tu vois, on se jugeait pas entre nous. Et il y avait des gens, effectivement, qui jugeaient à tort. Bon, ça change de plus en plus parce que les générations de maintenant, elles sont quand même beaucoup plus tolérantes. Parfois trop, mais elles sont très tolérantes et ça passe mieux. Mais à l'époque, tu pouvais pas parler. Enfin, tu parlais à un professeur du fait que tu jouais à des jeux de cartes à jouer, que tu allais faire des tournois, etc. Ton professeur, hein, il se disait, mais c'est un geek, c'est n'importe quoi. Tu vois. Quand tu lui disais que tu pouvais gagner des sous avec ça, pareil. Mais mes parents, hein, enfin, mon père, non. Mais ma mère, elle comprenait pas, hein. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est quoi ce temps que tu perds là-dessus, etc. Et moi, je me rappelle que je lui avais dit, non, non, je perds pas de temps, je vais essayer de faire des compètes dessus, essayer d'en faire ma vie, tu vois. Mais effectivement, le jugement, il était là. Et c'est peut-être ce jugement au quotidien qui a fait qu'on s'est réunis entre membres TCG et qu'on est devenu un groupe d'amis avec une entente pareille. Et que 20 ans après, même si plus aucun d'entre nous n'est vraiment sur la scène compétitive, parce que bah, voilà, la vie, elle avance, hein, on n'a plus le temps, voilà, on a fait nos enfants, etc. Euh, c'est le jeu qui nous a réunis, en réalité. Tu vois, il n'y a personne de notre groupe qui vient d'ailleurs que du TCG chez nous. Tu vois. Donc, Est-ce que par rapport justement à ton expérience, et vu que donc ton père c'était un maître du jeu sur du jeu de rôle, tu as ce sentiment aussi d'avoir connu ça ou vu ça en tout cas dans l'univers des jeux de rôle avec bah, les amis de ton père qui au final se réunissaient autour de jeux de rôle, d'avoir que il y a des gens, on va dire, qui entre guillemets se moquent de cette pratique et donc les pratiquants qui au final se réunissent entre eux et qui trouvent des gens qui sont enfin qui correspondent plus au final à leurs attentes d'amitié. mais ça, je pense que ça a toujours existé. Je ne l'ai pas spécialement ressenti avec mon père. Pour le coup, tu vois, pour te parler de mon expérience personnelle, je l'ai pas spécialement ressenti avec mon père parce que mon père, son groupe d'amis, ça avait toujours été le même et ils ont des vies tout à fait normales. Tu vois, enfin, je veux dire, ils sont, ouais, c'est Monsieur Tout le Monde en gros, mais qui s'éclataient le soir à faire les cons entre eux. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une espèce de coupure en termes de tolérance à un certain moment. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je voyais mon père, ils étaient super soudés, leurs amis, super tolérants sur plein de choses. J'avais pas l'impression qu'il y avait des moqueries. Puis il y a eu les années 2000. Et j'ai l'impression que c'est les années 2000, tu vois, qui ont commencé à instaurer des moqueries pour des passions. En fait, parce que vu qu'il y a eu l'arrivée d'Internet, etc., si tu veux, les gens qui me révélaient leur passion, il y avait moins de curiosité, tu vois, par rapport à la passion. C'est-à-dire que les gens, ils jugeaient tout de suite.
Genre, ah, t'es passionné de ça, donc t'as tout de suite une étiquette. À l'époque, il n'y avait pas d'étiquette. Tu vois? Genre, tu faisais ton jeu de rôle, bah ok, c'est cool, tu kiffes. Tu vois? Le soir, ils se rejoignent, ils font des fléchettes. Ouais, bon, bah, les mecs qui font des fléchettes, ils n'avaient pas l'étiquette joueur de fléchettes. Tu vois, ils s'éclataient à faire des fléchettes. Tiens, là maintenant, tu as un mec qui fait des fléchettes, il va avoir une étiquette fléchette. Tiens, en gros. Et, euh, et du coup, non, j'ai pas eu le sentiment. Non, non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Je l'ai eu moi, en fait. Je l'ai plutôt eu moi pendant mon enfance. Tu vois. Et maintenant que je suis adulte, je la ressens plus des masses. Parce que j'ai l'impression que les générations ont changé, quoi. J'ai vraiment juste l'impression qu'il y a eu une génération, celle où toi et moi on était gamins, en gros, hein, celle où on avait environ 10 ans, quoi, où il y avait ce sentiment-là. Tu vois. Parce que par exemple, tu prends le jeu vidéo. Là, maintenant, si je prends le jeu vidéo, ça, si tu veux, au niveau scolaire, ça a toujours été mal vu en vrai. Tu vois. Alors plus maintenant, parce que maintenant, ça y est, les gens ont fini par comprendre, et parce que les parents d'aujourd'hui sont les joueurs d'hier. Tu vois, donc maintenant, ça y est, c'est ancré dedans, les professeurs jouent aux jeux vidéo, on y est. Mais si tu prends nous, quand on était gamin, nos professeurs jouaient pas aux jeux vidéo. Tu vois, donc pour eux, c'était compliqué à comprendre que c'était vraiment une activité ludique et parfois même artistique. Tu vois, ou même compétitif, ça, ils ne pouvaient pas le comprendre. Ben, il n'y a pas eu ça, j'ai l'impression, pour le JDR. Le JDR, tu as eu cette tolérance-là de base, puis après, tu as eu les années 2000 où, ça y est, on a commencé à poser des étiquettes et du coup, les communautés se sont formées entre elles, etc. Et puis maintenant, t'as les communautés qui parlent les unes avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de tolérance, mais parce que justement, on parle vraiment du fait que les parents d'aujourd'hui, tu vois, sont les consommateurs d'hier, quoi. Ouais, les parents d'aujourd'hui sont les consommateurs d'hier. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Alors, si jamais vous avez des questions hein, ou des remarques, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, je vais revenir sur justement sur le côté jeu de cartes, jeu de rôle. Est-ce que donc là, tu parlais des decks que tu faisais, mais est-ce que justement dans les decks que tu construisais au niveau des jeux de cartes, il y avait une tentative de créer des decks narratifs, donc c'est-à-dire au final d'essayer de raconter une histoire avec les cartes que tu utilisais ou pas? Alors, à raconter, à raconter une histoire, pas forcément. Raconter une histoire, pas forcément, même si je pense qu'elle se racontait d'elle-même, tu vois. Mais, euh, mais une stratégie qui repose sur le type de mes cartes, oui. C'est-à-dire que quand je joue, si tu veux, moi, quand je joue à un TCG, euh, pour les joueurs de TCG, ça y est, là, c'est le moment où je vais être jugé comme étant un joueur toxique. Ça y est, c'est parti. En gros, quand je joue à un TCG, j'essaie d'évaluer, si tu veux, les facteurs qui font que tu peux prendre l'ascendant sur un adversaire. Et donc de diminuer le facteur chance que pourrait nécessiter un TCG, tu vois. Et pour moi, l'une des stratégies que je préfère, parce que, voilà, c'est ce que je considère être, qui empêche le plus la chance d'arriver, c'est de défausser les cartes de l'adversaire de sa main. Bien sûr, c'est une stratégie qui n'est pas forcément agréable quand ça se passe trop bien pour le joueur qui est en train de défausser les cartes parce que l'adversaire se retrouve à plus pouvoir jouer sa main et du coup à plus pouvoir jouer au jeu. Donc c'est réel, je sais bien que c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est le seul moyen que moi, par exemple, j'avais de pallier au fait que j'ai des mains de départ. Tu sais, quand je pioche mon jeu, tu vois, tu pioches, tu as ta main au hasard, entre guillemets, tu vois, cette main au hasard, elle n'est pas forcément optimale. Tu n'as pas forcément une main toute parfaite qui te permet de gagner facilement contre un adversaire qui a une main moyenne, etc. C'est plutôt l'inverse. Mes adversaires avaient souvent des mains costauds et moi j'avais des mains moyennes. Donc le seul moyen que j'avais de pallier et de pouvoir gagner quand même sans faire jouer juste l'aspect effet des cartes plus fortes que les miennes, c'était d'avoir une stratégie qui repose sur une mécanique de jeu. Tu vois. Et dans les mécaniques de jeu, bah, tu en as plusieurs. Tu as le fait de défausser la main de l'adversaire, tu as le fait de vider un terrain pour essayer de tuer en un coup, tu as le fait d'envoyer l'adversaire toutes ses cartes qu'il a dans son jeu, de les envoyer au cimetière pour qu'ensuite il puisse plus piocher et perdre comme ça. Tu vois, tu as plusieurs aspects. Et ben, celui-là, c'était le mien, le fait de défausser. Et du coup, j'essayais de trouver des jeux qui avaient soit cet aspect de défausse, soit cet aspect de retour sur le terrain, c'est-à-dire de te permettre de ressusciter des créatures que tu faisais. Tu vois, si tu avais des cartes plus faibles, mais comment elles reviennent tout le temps, tu as toujours quelque chose pour essayer de jouer. Tu vois, et je raisonnais comme ça. Soit je défausse la main, etc. Soit je fais ça. Et du coup, je prenais les monstres du type que j'appréciais le plus pour essayer de produire ce genre de stratégie. Donc, il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais par contre, il y avait toujours une sorte de stratégie et une volonté de pallier, si tu veux, à la chance pour essayer de la réduire au maximum, pour essayer d'être le plus performant possible. Voilà. Ça, par contre, c'est réel.
Alors, tu parlais de stratégie. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé un jour en jouant aux cartes dans une situation où tu as eu l'impression que tu étais au-delà de la stratégie? En fait, tu étais dans une partie où tu étais vraiment comme si tu étais dans une partie de jeu de rôle où tu sentais vraiment au final qu'avec ton adversaire, ben, il y avait vraiment une histoire, où il y avait vraiment un duel entre vous qui se passait. Et en fait, tu étais vraiment dans un moment où vous étiez, on va dire, totalement imprégné par le jeu. Alors, mon prime, le moment absolu de ma carrière de joueur, hormis le fait quand mon pote m'appelle et me dit que je suis numéro 1 mondial, qui pour moi était la plus belle récompense, tu vois, pour un joueur comme moi qui voulait vraiment être au top, c'était le championnat de France en 2010 quand je le gagne. Parce qu'en gros, je joue contre un adversaire. Cet adversaire-là, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Alors, on se côtoie pas de manière générale dans le privé, mais on se connaît, tu vois. On se connaît et c'est un adversaire que j'ai affronté à 2 reprises sur les 2 championnats précédents et qui me sort sur les 2 championnats précédents. C'est lui qui me sort, tu vois. Et il y a cette histoire-là qui fait qu'on arrive très souvent au top du top, lui et moi. On est souvent dans les 4 derniers compétiteurs. Et il me sort 2 fois de suite. Alors ça fait mal, tu vois, ça fait mal. Et je me rappelle que ce jour-là, on se retrouve du coup en finale du championnat de France, hein. Donc c'est lui contre moi. Évidemment, ça ne pouvait pas être un autre adversaire. C'était lui, mon plus gros adversaire possible, tu vois, le gros rival, en gros, si tu veux, le plus dur qu'il a affronté. Celui qui d'ailleurs était considéré comme bien meilleur que moi par la communauté. Et que je pense considérer aussi, moi-même, je le considérais comme quelqu'un de très fort, tu vois. Meilleur que moi, peut-être. Je pense que oui, en réalité, sur ce moment-là, il était meilleur que moi. En tout cas, en termes de palmarès précédent, il était meilleur que moi. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, si je veux être meilleur que lui, je dois le battre, tôt ou tard. Tu vois, si je veux enfin être reconnu comme bon, meilleur que lui, il va falloir que je le batte. Mais ce jour-là, je me rappelle que j'avais peur. C'était la finale du championnat de France. C'était le moment clé, celui que j'ai rêvé d'avoir pendant des années, hein, tu vois. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, lui, il cherchait les lots. Lui, il cherchait pas forcément la fame, mais il cherchait les lots, il cherchait la thune. Tu vois. Je lui ai dit, moi, je te donne les lots, mais laisse-moi gagner. Tu vois. Et il a réfléchi. Il a réfléchi. Je me rappelle ce jour-là, il a réfléchi. Et il m'a dit non, maintenant qu'on en est là, on la joue vraiment. Et le gagnant prend tout. Tu vois. Je lui ai dit, écoute, on s'est serré la main, tu sais, on s'est checké comme 2 gars qui allaient se mettre sur la gueule, tu vois. On s'est checké. On se pose à la table. Donc là, c'est le moment où, si tu veux, tu as le public autour de toi, tu as les caméras, tu as le machin, ça. Et c'est l'heure du match, quoi. En gros, c'est l'heure du match. Je me dis, il faut que je me concentre. Parce que là, je tombe contre l'adversaire que finalement, ça pouvait être que la meilleure histoire pour moi, tu vois. C'était l'adversaire qu'il fallait tuer en finale pour imposer la victoire, quoi. Et du coup, on lance le dé. Putain, j'ai de la chance, c'est moi qui commence le match. Déjà, il y a ça. L'arbitre, soudainement, il dit tiens, les 2 joueurs, vous allez voir vos decks avant de jouer. C'est la première fois que j'entendais ça. À Yu-Gi-Oh! Je sais que ça se fait dans d'autres TCG, mais à Yu-Gi-Oh! C'était la première fois que j'entendais ça. Et je sais qu'à ce moment-là, en calcul, il est très très bon. Tu vois, en calcul de probabilité, il est vraiment très très bon. Donc s'il voit qu'il y a certaines cartes que je ne joue pas, s'il n'a pas besoin de jouer autour, ça peut me pénaliser. Tu vois, vraiment, ça pouvait me pénaliser. On voit nos decks, on commence à jouer. Ma première main de départ, franchement, pour le coup, en finale d'un championnat de France, tu as une main comme celle que j'avais, elle était exceptionnelle. La vérité, c'est qu'elle était exceptionnelle. Je l'ai éclaté, je lui ai défaussé sa main en 2 tours, machin. Je gagne la première manche, je l'éclate. La deuxième manche, il m'éclate. Il sait qu'il y a certaines cartes que je ne joue pas, donc il ne joue pas autour. Il me met une claque. Et là, il arrive le moment, c'est le moment mémorable. Voilà, c'est le moment mémorable. On commence la troisième manche. J'ai une très belle main de nouveau. C'est réel, hein, j'ai une très belle main de nouveau. Il a une très belle main lui aussi. Donc là, ça y est, si tu veux, on est au top de notre chance et on est au top de notre niveau sur un match final de la dernière manche où celui qui gagne la manche, il est champion. En gros, c'est ça qui se passe. Et je me rappelle que je vois ma main de départ et d'un coup, je sais pas, j'ai une espèce de flash. En gros, j'ai une espèce de flash et je me dis, avec cette main-là, il y a quelque chose à faire de particulier. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, là, il y a un truc que j'avais pas vu tout au long du tournoi, parce qu'en plus, c'était
première ou deuxième fois que je jouais mon deck, que j'avais imaginé. Hein, je l'avais imaginé pendant des semaines et des semaines, mais c'était la première fois que je le testais sur le terrain, ce deck-là, tu vois. Et je m'arrête comme ça, je dis excuse-moi Alain, mais là, je pense que ça va prendre du temps. Je dis là, j'ai besoin de temps, etc. Je regarde les arbitres, ils me disent prends ton temps. Mon tour seul, mon simple tour, il a duré presque 1 heure. 1 heure, je sais pas si tu te rends compte, 1 heure. C'est dans une partie de cartes, tu vois le mec jouer pendant 1 heure. Je me suis excusé, hein. Les spectateurs, ils comprenaient pas ce qui se passait, etc., etc. Et en fait, c'est parce qu'avec ma main, je venais d'inventer un combo. Voilà. Je venais d'inventer une combinaison de cartes qui m'a assuré la victoire, d'ailleurs, qui m'a permis de défausser toute la main de l'adversaire et tout son terrain. En fait, le but, c'était de remonter tout ce qu'il avait sur le terrain dans sa main et de lui jeter sa main. Avec une combinaison, une loupe que que je venais d'inventer sur le tas. Et là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais quand j'ai vu la main, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. L'expérience a fait que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai sorti l'ultime combo que je pouvais sortir. C'était mon prime. Je ne pense pas que j'aurais pu atteindre un aussi haut niveau en termes de combinaison de cartes. Tu vois, une fois que je l'avais inventé, ce combo, tout le monde jouait ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais créé ce combo, tous les gens, ils avaient pris le deck, ils jouaient ça. Et ils l'ont banni très rapidement après. Parce que c'était trop fort. Ce que j'avais inventé à ce moment-là, c'était trop fort. Et du coup, je me suis dit, je suis au sommet de ce que je peux apporter dans ce jeu. Et quand j'ai gagné le match, bon, on s'est serré la main, je tape sur la table, je me lève, je crie tout le délire, c'est le kiff, etc. Et là, bon, tout de suite les journalistes Konami, blabla, alors, comment vous vous sentez, etc. J'ai dit, vous imaginez pas à quel point je suis content de pouvoir avoir arrêté le jeu maintenant. J'aurais dit ça comme ça. Ils étaient choqués quand j'ai sorti une phrase comme ça, parce que je leur ai dit, vous vous rendez pas compte le travail que ça a été, le machin que ça a été, maintenant je peux stopper tranquille parce que je vais stopper. J'arrête là, tu vois. Et c'était voilà, c'était mon prime, et c'était le moment un peu, voilà, jeu de rôle, si tu veux, le champion dans l'ascension qui s'arrête au top, tu vois, qui dit, ok, là c'est bon, j'ai atteint mon niveau ultime, j'irai pas plus haut, ça m'intéresse plus. J'ai fait ce que j'ai à faire et merci, au revoir, et je passe à autre chose, tu vois. Donc voilà, ça c'était mon moment roleplay du joueur comme ça. Un shonen, je te jure, un shonen. Alors, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi ce qui se passait justement au niveau des jeux de cartes, mais ça rebondit un petit peu à ce que tu disais au début. Ouais, C'est parce que j'ai une anecdote, hein. J'ai une nouvelle anecdote après au niveau des jeux de cartes. Attends, je t'en sors une là. mais bah, tu me la sortiras après. Donc avant, tu disais que les jeux de cartes s'étaient nourris des jeux de rôle et qu'aujourd'hui, les jeux de rôle se nourrissaient des jeux de cartes. Je ne sais pas donc si tu avais suivi, mais donc là, je vais prendre l'exemple de Magic. Depuis quelques temps, en fait, ils sortent des collaborations. Tout à fait. On a eu récemment justement une collaboration avec Seigneur Donjons et des Anneaux. Dragons. On a eu une collaboration avec Warhammer 40 000, avec le Seigneur des Anneaux, etc. Donc on a Final effectivement, Fantasy bientôt, hein, t'inquiète, hein, je suis dessus, hein. ouais, en 2025. Ah, direct. Donc on a effectivement il y a eu Assassin's Creed qui est sorti en juin. D'ailleurs, il y a le jeu de rôle Assassin's Creed qui sort là actuellement pour les fans. Je l'ai acheté. Et qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, puisque c'est justement ce que tu disais au début, c'est que maintenant, au final, le jeu de cartes s'était inspiré des jeux de rôle, et aujourd'hui, on a des jeux de rôle qui se retrouvent vraiment dans les jeux de cartes ou dans le jeu Magic, ils donnent vie au jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, ben, si je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, on va se retrouver avec Gandalf, on va se retrouver avec Sauron, on va se retrouver avec les Hobbits, etc. Et donc, on a vraiment les personnages d'un jeu de rôle qui existent au final en jeu de cartes. Est-ce qu'au final, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le faire, mais est-ce que c'est pas aussi une opportunité d'utiliser ces cartes dans des vrais jeux de rôle pour pouvoir justement montrer les personnages dans un vrai jeu de rôle en disant bah, tiens voilà là t'as Gandalf ou là t'as l'épée de je sais pas quoi et de montrer vraiment à quoi ressemble la carte. Par exemple, si je prends le Seigneur des Anneaux, l'une des cartes les plus rares qui a été faite, c'est l'anneau unique, où il y a vraiment une carte anneau unique qui existe.
Dans Warhammer 40 000, ben, vous avez des personnages connus, des Space Marines, des démons, des xénos, etc. Donc on se retrouve vraiment, pendant 10 ans ou 20 ans, vous jouiez à ces jeux en jeu de rôle, et là maintenant vous avez vraiment une image qui leur a été donnée de manière concrète et qui a été transformée en carte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que ça confirme. Tu vois, je pense juste que ça confirme ce que je te disais avant, c'est que les deux univers sont liés. Tu vois, sont liés. Et si ils ne l'étaient pas complètement, il y a une volonté de la communauté de les lier aussi, tu vois, auquel répondent les éditeurs très clairement. Donc je pense que c'est même au-delà de leur inspiration respective, d'univers à univers. On est sur une demande. Moi, je pense que les gens ont envie d'incarner leur personnage préféré dans des jeux de rôle. Et que les cartes, bah, c'est l'un des meilleurs moyens de le faire avec les moyens techniques que nécessite un jeu de rôle et les moyens financiers que peut se permettre le consommateur, tu vois, tout simplement. Là, justement, Magic, alors Final Fantasy, c'est ma série de jeux préférée, hein, clairement. C'est-à-dire, pour moi, Magic qui sort du Final Fantasy, je vais acheter Sephiroth 100%. Il n'y a même pas de doute qui va se poser. Sephiroth, je l'aurai. Je vais me le payer, je m'en fous du prix, je vais lâcher le prix. Tu vois, parce que je le veux et parce que justement, je veux la carte pour pouvoir l'utiliser à droite à gauche, en gros. Tu vois, je pourrais m'acheter une carte Sephiroth, tu sais, ou m'en faire une, ou m'en fabriquer une, mais non, tu vois, je veux l'officiel Magic. Tu vois le truc, je veux quelque chose de réel. Tu vois. Et c'est le vrai kiff. Donc non, moi je pense vraiment que en fait ça se confirme, et ça se confirme aussi parce que c'est une volonté. Voilà, c'est une volonté du consommateur de pouvoir lier ces deux univers cohérents aussi, parce que tu vois, si c'était pas cohérent, mais ça l'est complètement, et ça l'est parce qu'on voit bien que les inspirations de part et d'autre sont là. Donc du coup, ça donne envie aux consommateurs de participer à ça. Est-ce Donc, que, justement, vu que tu connaissais ces extensions, ça t'est déjà arrivé de potentiellement acheter des cartes de ces extensions Magic qui font des crossovers et de les utiliser dans le cadre de jeux de rôle, ou pas du tout? oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des cartes, d'autres jeux de cartes, tu vois, pour avoir la carte et pouvoir jouer avec, tu vois. Je veux dire, Dark Vador, je le veux, tu vois, donc je l'achète. Tu vois le truc, il y a le TCG Star Wars, donc il y a Dark Vador, donc je le prends. Voilà. À un moment donné, il y avait une carte promo. Ça, justement, c'était mon premier achat de carte promo en dehors de Yu-Gi-Oh! Pour avoir la carte. Il y avait une carte collector du jeu Naruto, tu vois. Et en fait, ça représentait Naruto avec une tenue de Sangoku. Mhm. Voilà, et tu peux pas plus me faire plaisir, tu vois. Je veux dire, DBZ, bah, c'est mon époque, c'est mon prime, c'est DBZ. Voilà, pour moi, il y aura jamais mieux. Mais tu mets Naruto, qui pour moi était le successeur digne, tu vois, dans les mangas, etc. Pour moi, c'était parfait. Voilà. Tu vois, mon univers de mon enfance plus l'univers moderne qui me plaisait le plus en termes d'animé et de manga, réunis dans la même carte, j'achète. Tu vois. Et là, bah, justement, là, dès qu'un Magic a la Final Fantasy, ben, je vais m'acheter tout de suite les personnages que je préfère. Je vais m'acheter. Enfin voilà, c'est clair et net, je vais tout prendre, quoi. Alors, est-ce que tu as prévu de te faire une table de jeu de rôle spéciale Final Fantasy avec, ou pas? Je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire Attends, je vous montre là. Tu vois, je viens de m'acheter une nouvelle table là. Tu vois. Donc là, en fait, on est dans mon espace de vie du bas. Tu vois. On a refait le bas. Et tu vois, la table là, on vient de la prendre. Et elle est là pour ça. Elle est là pour inviter les gens à faire du TCG et du roleplay. Dès que l'hiver est passé, parce que l'hiver, c'est que chez nous, l'hiver, il est très très froid, hein. Ils galèrent un peu plus à se déplacer, les gens, quand il fait froid. Est-ce que ça existe encore l'hiver? Euh, Chez nous, il n'y a que l'hiver, donc je pourrais pas te dire, je sais pas. On est, on est, on est devenu l'Antarctique, nous, en Alsace, ça y est, c'est parti. Mais, euh, euh, mais ouais, en tout cas, c'est le kiff. Et après, tiens, pour la petite anecdote, donc là, tu vois, j'ai 36 et je vais sur les 37. Tu vois. Il y a Lorcana là, qui est sorti il y a un an, donc le jeu de cartes Disney, tu vois,
qui d'ailleurs va avoir un plan de com monumental. Tu vas voir, ils vont balancer du Lorcana dans tous les Disney qui arrivent, etc. Mais eux, en même temps, ils ont une puissance de frappe Disney qui, voilà, en termes de TCG, ils font mal. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de voir si le vieux, il est encore capable de jouer à un jeu de cartes. Donc, je me suis mis au jeu de cartes, et c'est des tournois à 2000 joueurs. Hein. Le premier tournoi à 2000 joueurs que j'ai fait 22 ou 28e. J'ai remporté des cartes promo tout au long de l'année, etc. Écoute, je me suis fait pour plus de 10 000 balles de profit sur les gains que j'ai faits, tu vois. Et du coup, maintenant, je stoppe, hein, je ne vais pas continuer, etc. C'était juste pour voir si j'étais capable de le faire, tu vois. Et je pense que quand tu as fait de la compète et que tu l'as vécu, tu vois, comme je l'ai vécu, il y a des fois, tu as envie de te relancer un petit peu juste pour te tester, tu vois. Pas forcément pour la passion du jeu, ouais, mais pour te tester, tu vois, pour savoir si tu es encore capable ou si ça y est, tu as tout perdu. Maintenant, tu passes à autre chose, tu t'occupes de ta vie de tous les jours, de tes gosses et fin de l'histoire, tu vois, t'arrêtes tout. Et du coup, tu te mets sur des choses un peu plus posées. Là, par exemple, le TCG et l'Orcana, il fallait se déplacer. Tu vois, je me suis déplacé en Angleterre, j'ai pris l'avion, enfin, tu vois, j'ai refait une année normale, tu vois, de compétitif. J'ai senti clairement que c'est plus difficile hein, que le moteur il s'allume à mon âge, tu vois, que quand j'avais 20 ans. Alors qu'un jeu de rôle, putain, ça c'est le kiff, tu vois. T'es posé, t'as ton petit, voilà, on va dire, t'as ton breuvage. Voilà, on va parler de breuvage. T'es bien, t'es avec tes amis, tu kiffes, mais en même temps tu te fais une histoire. Je sais pas, c'est peut-être plus dans mon univers actuel. Tu vois, les jeux de rôle, c'est plus pour mon âge aussi, plus pour ma. Alors c'est pour tout âge, hein, le jeu de rôle. Mais quand tu regardes, c'est vrai que le consommateur de jeux de rôle, il a quand même souvent la trentaine, quoi. Tu vois, c'est une réalité. Il a 30, un peu à 30 ans et parfois un peu plus. Mais c'est aussi parce que la vie, son train de vie lui permet de profiter pleinement du jeu de rôle, tu vois. Puis il y a aussi une réflexion derrière, hein, tu vois, il y a aussi une réflexion d'amélioration de ton perso, d'amélioration de l'histoire, d'imagination, qui fait que quand tu as la trentaine, bah, tu es souvent plus imaginatif, tu es souvent plus voilà, à penser à ce genre de choses. C'est plus adapté en fait à ton train-train, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Après, c'est peut-être pas forcément l'expérience que tout le monde a, tu vois, c'est pas parole d'évangile, mais moi c'est comme ça que je le vis en tant que presque bientôt quarantenaire, tu vois. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre table ronde. Déjà, je te remercie. Est-ce que Ouais, merci. tu as une idée, en tout cas, de l'évolution qu'il peut y avoir justement au niveau des jeux de rôle et au niveau de leur interaction avec les jeux de cartes? Donc là, on parlait justement de Magic, du fait d'intégrer des univers directement dans Magic et de créer des cartes. Mais est-ce que pour toi, il y a une évolution, il y a un avenir là-dessus? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Alors, pour moi, l'évolution du concept va pas bouger. C'est-à-dire que va y avoir des cartes que tu vas pouvoir adapter dans des JDR, etc. Après, il va y avoir des JDR et des jeux de cartes qui vont faire des espèces de fusion et qui vont permettre directement dans le gameplay d'intégrer certaines cartes. Ça va arriver. C'est déjà en train d'arriver, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus sur l'aspect technique. Moi, je pense que les JDR vont commencer tout doucement à devenir interactifs avec des casques de réalité virtuelle. Parce qu'en fait, j'imagine la beauté du JDR. Qu'on soit bien d'accord, toi et moi, on le sait. La beauté du JDR, c'est de réunir tes amis sur le même point et de kiffer une belle soirée ensemble. Mais si tu veux aller plus loin et le vivre plus souvent, parce que tu peux pas te réunir, tu sais, tu peux pas te réunir tous les jours ou machin, mais vivre le JDR, peut-être le soir, tu rentres du boulot, tu mets ton casque de réalité augmentée, mais tu rejoins tes amis dans le même univers, tu vois, un peu à la manière d'un Warcraft interactif, tu vois. Euh, c'est peut-être ça, l'un des avenirs du JDR pour pouvoir le vivre plus souvent, tu vois, que le vivre une fois par semaine ou une fois par mois avec tes amis quand vous pouvez vous réunir, tu vois. Et ça, je pense que ça gagnera à y faire, sachant qu'il faut, voilà, c'est du storytelling principalement. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose en termes de technologie pour lancer ce genre de produit. Et j'imagine qu'ils sont déjà en train d'y penser et d'appliquer et de le produire d'une manière. Ça va finir par tomber, je pense, tôt ou tard, avec les cases de réalité augmentée. T'imagines, tu rentres chez toi, tu as fait tes 8 heures de taf là, et tu te dis, bon, allez, les petits sont au lit là. Je vais mettre mon petit casque et je vais faire ma petite aventure avec mes potes. On se réunit tous et tout. Alors, ça, ce serait génial, franchement. Ouais, donc pour toi, l'avenir du jeu de rôle, en fait, ce serait effectivement d'être plus plongé dans de la réalité virtuelle et de Ouais. pouvoir communiquer directement.
et à la limite d'être plongé en fait sur le terrain et d'être soi-même le personnage qui est sur le terrain et d'évoluer avec le MJ qui dirige un petit peu tout ça. Exactement. Regarde, ils le font, hein. Ils le font. Alors, avec les moyens techniques qu'ils ont, on se comprend bien. Mais GTA RP, je veux dire, c'est GTA RP. Tu m'excuses, mais tu prends ta manette, tu prends ton casque comme si tu jouais à GTA avec tes potes, sauf que tu fais semblant d'être un personnage. Tu vois, et tes actions dans le jeu font que c'est vraiment le niveau 1 de ce que j'imagine pour la suite. Tu vois, c'est la toute première strate. Mais il faut imaginer un truc beaucoup plus vaste et beaucoup plus immersif. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que l'un des avenirs du JDR, c'est là-dedans, clairement, dès que quelqu'un aura trouvé la bonne appli, aura pu développer la bonne solution pour permettre ça, ce qui n'empêchera pas hein, les réunions entre amis qui sont ce qu'on veut, mais qui te permettent de le vivre plus souvent. Tu vois. Ok. Bah, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant de vraiment plonger les personnes dans une partie et de pouvoir évoluer, de pouvoir. Ah, j'achète, hein. Moi j'achète. Tout de suite, hein. Ah, je suis client hein, tout de suite. Tu développes ça, moi j'achète. Alors malheureusement, je n'ai pas les moyens de développer ça. Voilà, appel à toutes les startups qui voudraient se lancer. On a plein d'idées si vous avez. Mais si jamais d'ailleurs dans le chat, hein, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter ce qui vient d'être dit. Si vous pensez aussi que le fait de se plonger avec un casque virtuel dans l'aventure, pour vous, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement l'avenir du jeu de rôle, ou si vous considérez que le jeu de rôle, ça doit toujours rester physiquement autour d'une table avec les personnes juste à côté de vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit message. Donc sinon, en attendant de voir si quelqu'un nous dit quelque chose, il va bientôt être 11h30. Donc on arrive sur la fin de notre table ronde. Est-ce que tu as vu le temps passer, Terence? Pas du tout. Mais avec toi, je ne vois jamais le temps passer, enfin. C'est Un plaisir d'être avec toi tout le temps. c'est étrange, mais tout le monde me dit toujours la même chose. Mais C'est que c'est vrai, voilà. c'est le temps s'arrête. On pourrait presque se demander en fait si tu n'es pas mort et tu es en train de. Mais tu as ce pouvoir, voilà. Tu as ce pouvoir de faire prendre un tel kiff, tu vois, de raconter un petit peu les anecdotes que voilà, on oublie le temps. Super. Ah oui, donc juste très rapidement, tu me disais que tu avais une autre anecdote que tu voulais raconter. Ouais, c'est ce que je te disais, celle de l'Orcana, quoi. Celle où je me suis dit, tiens, et si le vieux, il faisait quelque chose pour se marrer, tu vois. Et quand j'ai senti que voilà, je pouvais toujours être au top, ça m'a fait juste du bien au moral et à l'ego. Et je me suis dit, bon, allez, je peux stopper, tu vois. Alors j'en profite, hein, vu que on parlait justement des collaborations Magic et autres. Donc là, tu parlais de Final Fantasy en 2025. Il y a aussi une autre collaboration qui arrive, qui est celle avec l'univers de Marvel. Alors je ne sais pas si il y en a qui ont déjà eu l'occasion, mais il y a déjà des cartes qui ont été révélées avec, par exemple, Captain America, Iron Man, etc. Et donc il y aura aussi quelque chose qui sera fait à ce niveau-là, en sachant qu'il y a aussi un jeu de rôle Marvel hein, qui avait été développé. Ça, c'est pour toucher le grand public, hein, clairement, hein, parce que tu prends les USA, même si la communauté TCG aux USA, elle est immense, elle reste pour un public comment dire, d'initié. J'ai quand même, tu vois. Là, le fait d'ouvrir à Marvel, c'est quand même quelque chose de fou parce que tu vas choper vraiment un nombre de personnes incalculable, tu vois. Et ne serait-ce qu'obtenir, alors je te dis n'importe quoi, mais je le vois venir, tu vois, un peu à la manière de Pokémon à l'époque. Tu vas au cinéma voir le prochain Marvel et tu chopes une carte Marvel Magic en prenant ta place de cinéma. C'est une pub d'enfer. C'est une pub d'enfer. Et ça va permettre à plein de gens de se lancer dans le TCG à travers on va dire, un canal annexe. Tu vois, un peu ce que va faire d'ailleurs l'Orcana avec la publicité qu'ils vont faire dans leurs films. Moi, ça ne me choquerait pas que l'Orcana, dans tous les Blu-ray à venir, Vaiana, Reine des Neiges 3, quand ça va sortir, et tous les films Disney, tu as un petit booster l'Orcana dedans pour l'achat du Blu-ray. Tu vois, comme ça t'initie au truc, et ça, c'est 100%, ils vont le faire. Donc, en fait, je pense que l'aspect du jeu de rôle, tu vois, l'immersion dans le jeu de rôle, a profité
est en train de profiter au TCG, qui lui essaie de se rendre grand public. Parce que le TCG, clairement, essaie de se rendre grand public. Tu vois? Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais t'en parler. Mais c'est dans Mais les vas-y, parle, parle. voilà, c'est dans les petits papiers, mais évidemment, tu sais bien que le TCG, je le suis, et je suis l'évolution commerciale du TCG, etc. Tu sais que j'ai monté PHG Academy, les premiers centres de formation e-sport, mais je suis en train d'imaginer TCG Academy. Ça, c'est réel. TCG Academy, j'aimerais le lancer le plus tôt possible et qui sera le premier centre de formation au métier du TCG et pour devenir joueur professionnel de TCG. Tu vois? Et est-ce que Donc tu ça, as c'est imaginé prévu. faire, est-ce que tu as imaginé faire RPG Academy? Je pense que c'est trop tôt, mais qui sait, peut-être qu'un jour, voilà. Mais là, si tu veux, je m'entourerai des experts du JDR. Moi, je pense pas être un expert. Je suis un consommateur, certes, mais un expert du JDR, quand même pas. Mais TCG, plutôt, oui, quand même, oui, ça, oui. Mais, mais JDR, non. Mais à ce moment-là, t'inquiète pas qu'on mettra autour de la table les bonnes personnes et on lancera le projet, ça, c'est sûr. Si tu veux, dès que le monde sera prêt pour professionnaliser un petit peu ça. Après, je ne sais pas si ça vaut le coup de le professionnaliser, c'est vrai que c'est vachement bien comme ça, mais il y a une économie derrière. L'économie derrière, elle est réelle, tu vois. Tous les scénaristes qui sont derrière, tous les producteurs qui sont derrière, les dessinateurs, les artistes, enfin, il y a un monde fou qu'on ne voit pas et qui mériterait d'être mis en lumière et qui mériterait qu'on se forme exclusivement à cet univers-là. Clairement, mais ça, j'en suis convaincu, de toute manière, j'en suis convaincu, que quand tu as une passion et quand tu veux être un expert dans ton domaine, il faut te former dans ce domaine. Et tu as justement des domaines comme le JDR, comme le TCG, bon, l'e-sport, maintenant, on a changé ça, mais à l'e-sport à l'époque, c'est des domaines où tu devais faire des études ailleurs pour te rediriger professionnellement dans l'e-sport et arriver avec des compétences qui venaient pas de l'e-sport pour les adapter à l'e-sport toi-même une fois en poste. Ce qui est compliqué, tu vois, pour un employeur, pour l'univers, pour même le secteur en lui-même, c'est compliqué. Si tu as des gens qui sont formés de base pour cet univers-là, des passionnés, mais qui ont une expertise et ils arrivent dans l'entreprise formés et prêts à attaquer, ça, il y a une vraie plus-value pour un secteur et c'est en fait c'est vertueux. Voilà, ça ne peut être que vertueux. Et ça, tu le sais bien, je suis complètement pour et c'est ce que je prône au quotidien. Alors, bah écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. On arrive à la fin de notre table ronde. Les jeux de cartes sont-ils des jeux de rôle? Donc, on a pu voir hein, qu'il y avait effectivement énormément de similitudes. En plus, maintenant, on a effectivement de plus en plus de jeux de cartes qui prennent même des univers de jeux de rôle. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que vous avez aussi des jeux de rôle qui utilisent des jeux de cartes dans leur mécanique de jeu. Je pense principalement, par exemple, à Septième Mer, qui est un jeu où vous allez avoir un jeu de cartes, ou le château de Falkenstein, qui est aussi un jeu qui utilise un jeu de cartes comme mécanique de jeu à la place des dés, par exemple. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment, au final, à la fois des similitudes, des rapprochements et des échanges entre les univers. Et on voit que vous pouvez très bien être un pratiquant de jeux de rôle, pratiquant de jeux de cartes et faire les deux. Alors, peut-être pas forcément au même niveau, mais vous allez avoir peut-être un des deux qui est un peu plus dominant. Mais voilà, ça reste ouvert et on est aussi, comme tu l'as évoqué, on est aussi sur des problématiques un peu qui sont similaires sur la compréhension, en tout cas, de ces univers par les non-initiés. Où ça reste toujours un petit peu bizarre, on va dire, quand on fait une activité ludique. Il y a toujours des gens qui ont du mal là-dessus. Alors, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos spectateurs? Alors d'abord, je te remercie toi pour l'invitation et pour nos spectateurs. N'hésitez pas. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas. Si vous connaissez pas le TCG ou le JDR, essayez de vous y intéresser. Franchement, vous allez passer des bons moments, rencontrer des gens formidables. Et je pense que le JDR mérite beaucoup plus de lumière, car c'est vraiment passionnant voilà, de participer en fait à des histoires avec les propres personnages et ça permet des fois de nous révéler un petit peu et voilà, je vous le souhaite et aussi de faire, alors là c'est plus pour la partie événement là, de faire un maximum de dons
hein, voilà, de faire un maximum de dons à Roll Event, c'est un beau petit, voilà, un bel événement et je souhaite vraiment que les associations récupèrent un maximum de dons et soient très heureuses de ton travail. Voilà. Bah écoute, merci à toi. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire des dons. Vous allez sur le site du Roll Event, vous appuyez sur le gros bouton donner aux associations. C'est ouvert jusqu'à lundi soir 20 h, donc vous pouvez participer. Il y a aussi la boutique si jamais vous voulez acheter le t-shirt du Roll Event. En parallèle, on a toutes les parties de JDR. Là, je vais regarder rapidement. Je crois qu'on a 2 parties de JDR. On a un JDR Cthulhu et on a un JDR Omniprésence qui sont en train d'être joués là actuellement. Donc n'hésitez pas aussi à regarder le calendrier, à vous inscrire sur des parties si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion. Nous, on va couper, on va faire une pause, on reprendra à 14 h. Et à 14 h, vous pourrez nous rejoindre pour une table ronde sur la thématique de lancer votre association de jeux de rôle. Donc toutes les personnes qui ont envie de créer une association dans le domaine du jeu de rôle et de pouvoir développer une communauté, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre à 14 h. Là, vous aurez une table ronde qui est assez intéressante pour vous. Et à 16 h, on se retrouvera pour une autre table ronde sur le tour d'horizon, justement, des actions. Donc, on sera avec Maxime qui est en Belgique, on sera avec Gérard qui est au Cameroun. Et Gérard, donc, qui a créé le premier festival de jeux du Cameroun, donc il nous parlera un petit peu de comment ça se passe chez lui. Et si on a de la chance, on aura aussi d'autres personnes qui nous montreront, qui sont en présentiel, qui font actuellement du jeu de rôle en présentiel. On essaiera de voir si on arrive à les capter pour qu'ils puissent nous montrer comment ça se passe en présentiel. Donc on a des gens qui sont en convention ou qui ont organisé du jeu de rôle dans des endroits. On essaiera de voir si on arrive à les capter et à vous les montrer. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir été parmi nous. Je remercie toutes les personnes. Plaisir. N'hésitez pas donc à participer et on se retrouve à 14 h pour la suite. Ciao, ciao.